On a vu dans la vidéo précédente que la cotation fonctionnelle ne peut se faire qu'à partir de l'analyse fonctionnelle du dessin d'ensemble. Les cotes fonctionnelles sont les garantes d'un bon fonctionnement de la pièce, mais aussi de la capacité à pouvoir la monter dans de bonnes conditions dans l'ensemble. C'est pour cela qu'on les appelle fonctionnelles. Finalement, le plus simple est de commencer par un exemple en réalisant la cotation d'un dessin d'ensemble. Cet ensemble représente une boîte d'engrenage. Les cotes au niveau des roulements sont déjà mises en place. Elles nous permettent, au niveau du dessin d'ensemble, de savoir si le roulement est monté libre ou serré sur chacune de ces bagues. Ces cotes sont des cotes fonctionnelles qu'on retrouvera sur le dessin de définition du carter repère 1 et de l'arbre repère 3. A noter que toutes les cotes du dessin d'ensemble sont des cotes fonctionnelles pour les pièces concernées et doivent donc être reportées telles quelles. On met en place également sur un dessin d'ensemble les ajustements entre les pièces non standards, comme ici, entre le carter et le support moteur. Là encore, les deux cotes 150 grand H7 et 150 petit G6 sont des cotes fonctionnelles pour le support moteur et pour le carter. On met également en place des jeux fonctionnels comme celui-ci. En effet, il ne faudrait pas que l'arbre touche le pignon et inversement, qu'il ne soit pas trop éloigné pour des problèmes d'encombrement. L'exploitation de ce jeu va nous permettre de déterminer des cotes fonctionnelles. Pour ce faire, on trace une chaîne de cotes. Comme on le verra plus loin, elle est unique et suit des règles de construction. Ceci dit, je sais que pour assurer ce jeu, la cote fonctionnelle au niveau du carter est celle-ci. Alors, comment trace-t-on une chaîne de cotes? Prenons cet empilage. On représente d'abord le jeu fonctionnel sous forme d'une double flèche. Son sens importe peu. On va considérer que cette flèche est un vecteur représentant la somme d'autres vecteurs qui seront les cotes fonctionnelles. Ainsi, on part de l'origine de ce vecteur qui est sur la pièce 6. La première flèche doit alors aboutir sur la pièce 6. En effet, première règle, les flèches constituant la somme de vecteurs sont sur une pièce unique. Cette chaîne est fausse puisque cette flèche part de la pièce 5 et aboutit à la pièce 4. Deuxième règle, une pièce ne peut générer au maximum qu'une cote fonctionnelle pour une pièce. Pour cette raison, cette chaîne de cotes est fausse puisqu'il existerait deux cotes fonctionnelles pour la pièce 4. La pièce 6 est en contact avec la pièce 5. La flèche suivante part de 5 et se termine sur 5, et ainsi de suite. On passe donc d'une pièce à l'autre quand elles sont en contact. Un petit aparté par rapport à cette dernière affirmation. Dans cet exemple, on voit que la pièce 1 n'est pas en contact avec la pièce 3. Pourtant, dans cette chaîne de cotes, une flèche aboutit à 1 et repart sur 3. C'est parce qu'elles sont toutes deux en contact avec la pièce 4 sur la même face. Si on prenait en compte la pièce 4 dans la chaîne de cotes, on aurait une cote nulle. Donc les dimensions de 4 n'interviennent pas dans la chaîne de cotes. Mais le rôle de 4 est déterminant, car elle assure la continuité de la face de la pièce 1 avec celle de la pièce 3. Voici donc la chaîne de cotes qui permet de définir les cotes fonctionnelles des différentes pièces liées au jeu fonctionnel. C'est ce que j'appelle l'analyse qualitative. L'analyse quantitative, qui consiste à calculer les différentes cotes, fait l'objet de la vidéo suivante. D'autres types de conditions sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme, notamment tout ce qui concerne la position relative des pièces les unes par rapport aux autres. Par exemple, la concentricité de l'axe du pignon avec l'axe de la roue dentée. La chaîne de cotes fait intervenir la concentricité de la denture par rapport à l'alésage du pignon, puis le jeu maxi radial entre l'alésage du pignon et le diamètre de l'arbre du moteur, la concentricité du centrage du moteur par rapport à l'alésage du support moteur, puis le jeu maxi radial entre l'alésage du support moteur et le diamètre de centrage du moteur, puis la concentricité entre l'alésage du support moteur et le centrage sur le carter, etc., etc. On peut donc créer des tolérances géométriques qui sont des cotes fonctionnelles. On verra dans une autre vidéo comment les calculer. Il existe des cas particuliers tels que ce jeu faisant intervenir des éléments coniques, et celui-ci aboutissant sur une surface brute.
Pour cette dernière condition, la chaîne de cotes se fait de façon classique. Le problème va se situer au niveau de la cote fonctionnelle du carter qui part d'une surface brute vers une surface usinée. C'est ce qu'on appelle une cote de liaison brute qui risque d'impacter le processus de fabrication parce qu'elle ne sera pas directement exploitable. Il sera alors nécessaire de faire un transfert de cote, ce que j'expliquerai également dans une des vidéos suivantes. Pour le jeu faisant intervenir des pièces coniques, on n'a pas de surface sur lesquelles s'appuyer au niveau du cône. On va donc créer un plan de jauge et une distance arbitraire qu'on utilisera comme surface. La cotation des pièces coniques se fait en fonction de ce plan de jauge. Je vous renvoie à ce sujet au chapitre concerné dans le Chevalier. Enfin, un dernier cas particulier assez fréquent concerne une condition fonctionnelle dépendant d'un jeu. Si on s'intéresse au roulement à rouleau cylindrique à bague séparable, on peut avoir comme code condition l'alignement entre la bague extérieure et la bague intérieure. Or, la bague supérieure est montée avec un circlips, ce qui impose un jeu. De plus, elle est montée libre. Elle peut donc se déplacer axialement, ce qui impacte la code condition. On va alors considérer les deux cas extrêmes quand la bague extérieure étant butée sur la droite et sur la gauche. Pour chaque cas, on trace une chaîne de cotes en considérant la cote condition à la valeur maxi. On en déduit alors des cotes unilatérales. Et la cotation du carter est de ce style, c'est-à-dire de la forme du quatrième cas exposé au début de cette vidéo. Prenons un exemple plus simple pour expliquer comment on arrive à ce résultat. On a ici un empilage de pièces avec un jeu J et une cote condition A32. On voit que les pièces 2 et 3 peuvent s'écarter au maximum de la valeur maxi du jeu J. Si on cherche à calculer A32 mini, il faut se mettre dans cette situation et tracer la chaîne de cotes. Si on écarte les pièces 2 et 3, on se retrouve avec cette configuration. On trace une autre chaîne de cotes liée à la cote condition A32 maxi. Dans ce cas, on génère des cotes en mini et en maxi. Il ne faut pas oublier de faire la chaîne de cotes du jeu, ce qui donnera des cotes complètes avec intervalle de tolérance. On en déduit la cotation fonctionnelle de toutes ces pièces, comme par exemple la pièce 3. Elle n'est pas surcotée, bien qu'il y ait l'existence d'une boucle, mais avec des cotes unilimites. On s'est intéressé dans cette vidéo uniquement à l'analyse qualitative, c'est-à-dire qu'on a trouvé les cotes fonctionnelles mais on ne les a pas calculées. Le calcul est une partie beaucoup plus délicate, qui est traitée dans les vidéos suivantes.